Je vous souhaite la bienvenue à ce panel de discussion consacré au rôle essentiel de l'innovation dans le secteur du financement des entreprises. Donc, je suis François Assada, un associé de KPMG France en charge de notre offre de services aux FinTech. Tatiana vous a présenté le panel, mais on va peut-être refaire un tour. Donc, je suis entouré de Sabrina Bensifi, qui est fondatrice et CEO de Banker Club, de Nima Karimi, tout au fond, cofondateur et CEO de Silver, de Patrick de Nonville, à ma gauche, CEO de October, et de Clément Carrier, CEO et fondateur et cofondateur de Aria. Donc aujourd'hui, nous explorons avec les membres du panel comment les modèles novateurs des fintech ont conquis leur place aux côtés des formules traditionnelles de financement, tout en évoluant pour répondre aux besoins changeants des entrepreneurs dans un environnement économique parfois tumultueux, où les talents sont rares, l'argent a de nouveau un prix et l'inflation reste élevée. Nous sommes réunis ici pour discuter des avancées, des défis et des opportunités que les fintech offrent dans ce paysage en constante évolution. Les dirigeants de ces entreprises innovantes ici présents sont au cœur de cette révolution financière et nous sommes impatients d'entendre leurs idées, leurs expériences et leurs réflexions sur ce sujet. Au cours de cette discussion, nous examinerons en particulier comment les fintech ont transformé le financement des entreprises, comment elles gagnent la confiance des entrepreneurs et comment elles naviguent avec agilité dans des eaux parfois agitées. Nous espérons que cette discussion nous permettra de mieux saisir les implications des modèles novateurs de financement pour l'avenir des entreprises et de l'économie en général. Par avance, je vous remercie de votre présence et de votre contribution à cet échange enrichissant. Alors, la première question que j'ai envie de poser, et je vais vous la poser à vous, Sabrina, puis à Nima, puis à Clément, c'est une question un peu de constat. Si on l'a dit, on traverse actuellement une période de taux d'intérêt élevés qui ont connu une hausse rapide en quelques mois pour contrer une inflation elle-même élevée, en baisse actuellement, mais toujours élevée. Quels sont vos constats quant au financement des TPE-PME, et notamment par les sociétés traditionnelles, et dans le contexte économique actuel? Et dans ce contexte, les fintech ont-elles des atouts à jouer pour financer ce type d'entreprise? Merci François pour la question. Le constat, effectivement, les critères d'octroi se sont durcis. On revient à des standards post-crise 2008, avec des financeurs de plus en plus exigeants en matière de garantie, en matière d'expérience aussi des fondateurs. Il nous faut accompagner davantage les porteurs de projets, ça c'est une certitude. Et on voit émerger aussi des demandes de financement qu'on avait un peu abandonnées, laissées de côté pendant quelques temps. Le leaseback, le rachat de l'actif de certaines entreprises pour dégager de la trésorerie, ça c'est quand même assez récent. Des problèmes de trésorerie qui se posent également avec l'endettement des PGE, la restructuration des financements qui pose problème chez les TPE également, ça c'est le constat que l'on fait. Des circuits de décision pour certains financeurs qui se rallongent. Ça c'est pour le constat, il pourrait être très long. Et concernant notre apport dans ce contexte, côté FinTech, on essaie d'amener le plus de fluidité possible, d'accompagnement. Et notre expérience, je pense, du financement fait clairement la différence dans ce paysage financier un peu complexe. Merci Sabrina. Nima et Clément, si vous voulez ajouter quelque chose à cette question un peu longue. Oui, non, je partage le constat. Enfin, en Europe, on a un entrepreneur sur 4 qui dit souffrir de l'accès au financement. Donc ça concerne beaucoup de monde, c'est un problème majeur pour l'économie. C'est pas prêt d'aller en s'arrangeant, puisque on voit que l'environnement économique est pas très favorable en ce moment, avec l'inflation, l'augmentation du coût des matières premières, l'augmentation du coût des ressources humaines. Donc là, je vous apprends rien. La production bancaire en 2023 va diminuer de 2,8% versus 2022. Donc on voit que les banques ont un rapport au risque qui aujourd'hui fait que elles vont produire moins, et donc les entreprises qui sont historiquement pas très bien servies vont être encore moins servies aujourd'hui, et certainement encore pour les mois qui arrivent. Donc ça c'est un peu le constat général qu'on fait. Bon, peut-être, je partage le constat. Peut-être la bonne nouvelle, c'est que finalement, non, la bonne nouvelle, c'est que finalement, avant, en fait, on a un coût du financement. Les banques ont un coût de financement le plus faible possible, mais dans un monde où le Euribor et finalement le flottant était à zéro,
Cette différence vis-à-vis des acteurs comme nous, elle était fondamentale, elle était hyper importante. Admettons qu'eux étaient à 1 plus Euribor, donc à 1%. Nous, on va être à 3 plus Euribor, donc on était 3 fois plus cher. Maintenant, si tout est repricé de 4% de flottant, finalement, on devient, eux, ils sont à 5, nous, on va être à 7. Et finalement, à 3, donc à 7, on va être 28% moins cher, enfin 28% plus cher, où eux vont être 28% moins chers que nous. Et finalement, cet écart relatif, finalement, est plutôt en faveur de sociétés comme nous. Donc, on va pouvoir couvrir avec plus de flexibilité, une meilleure expérience, des besoins que les banques ont du mal à couvrir. L'avantage comparatif qu'ils avaient en termes de pur coût du financement va se réduire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. A contrario, ce qu'on va aussi observer, c'est qu'il va y avoir de la sinistralité qui va augmenter. Et donc, il va falloir être capable de savoir gérer ça. Et les acteurs qui vont être le mieux en capacité de gérer cette sinistralité, de mieux gérer les risques, vont émerger comme des grands leaders. Et donc, il y aura probablement une concentration au niveau des fintechs de ce point de vue-là, vers ceux qui ont la meilleure gestion des risques. Super. Merci beaucoup. En parlant basculons sur un autre aspect assez important des activités financières, c'est la confiance. Et une bonne partie de cette activité est quand même basée sur la confiance. Donc, comment vos sociétés ont-elles réussi à gagner la confiance des entrepreneurs pour qu'ils utilisent vos services de financement en particulier et en complément d'eux ou plutôt que ceux des banques traditionnelles? Donc, Patrick et Sabrina. En fait, alors nous, on s'est lancé un tout petit peu avant vous. En 2015, on a fait nos premiers prêts. Donc là, c'était vraiment, on défrichait. Et je me souviens encore d'une des premières sociétés à qui on est prêté de l'argent, qui s'appelait Caen Échafaudage, et qui fait des échafaudages à Caen. Et on était hyper contents. C'était genre la 4e boîte qu'on ait financée. Et ils nous appellent en disant on va avoir un article dans Ouest France. On était fous, c'était génial, quoi. Et après, on voit l'article. Ça sort, et le titre, c'est « On croyait que c'était une arnaque ». En fait, ils avaient une expérience avec nous qui était tellement différente de celle d'une banque qu'ils pensaient qu'ils allaient se faire arnaquer. Donc c'était vraiment une grosse différence. Bon, depuis, je pense qu'on a tous fait des efforts, tous ensemble en plus. Hein, c'est difficile quand on est seul, mais quand on est ensemble, c'est mieux. Pour créer cette confiance, et je pense que ça commence à rentrer dans les habitudes, mais ça commence seulement. En pourcentage du montant total de financement des banques, on reste hyper petit. Donc il y a beaucoup de travail à faire encore. Oui, il y a beaucoup de travail à faire, ça c'est évident. Côté banqueur, c'est vrai que nous on va s'appuyer, on a un positionnement un petit peu différent. Nos financeurs sont principalement des banques traditionnelles, donc on va s'appuyer sur une communauté de banquiers réellement engagés, compétentes, expérimentées, avec des circuits de délégation les plus courts possibles, qui intègrent aussi la philosophie de banqueur et les difficultés aujourd'hui des entrepreneurs face à la hausse des taux et face effectivement à des exigences assez élevées en matière de financement. Je pense que c'est clairement ce qui fait la différence, d'avoir des décideurs en face. Merci Sabrina. Alors, sur la base des discussions préparatoires qu'on a pu avoir tous les quatre, j'ai noté que vos modèles, vos sociétés ont significativement évolué depuis leur lancement et qu'elles proposent aujourd'hui, avec le bénéfice de l'expérience, des progrès technologiques, des produits qu'elles ne proposaient pas précédemment, etc. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de ces évolutions, de cette évolution depuis sur les quelques dernières années de vos modèles, de vos sociétés? Moi j'observe principalement 2 axes d'innovation dans le lending, dans le financement. Un premier axe sur la partie distribution du financement et un deuxième axe sur la partie scoring qui ouvre la voie à des produits de financement différents de ce qui existait hier. Sur la partie... peut-être commencer par la partie scoring et je finirai par la partie distribution. Sur la partie scoring, historiquement, on sait que les banques font un underwriting des business, donc elles font une étude de solvabilité des business basée sur des bilans, donc c'est des approches qui sont très patrimoniales, donc ça c'est l'approche historique. On a vu dans les années 80 de nouveaux types d'acteurs apparaître qui vont venir financer des actifs. Donc là je pense à la facturage, je pense au secteur du leasing notamment. Donc là on va être sur des actifs beaucoup plus granulaires, en face desquels on va mettre des financements qui vont être très court terme généralement. Donc, je pense à la facturage, on va être sur des maturités de 30-60 jours versus quand on est sur du prêt bancaire à long terme, on est plutôt sur une maturité de 3-5 ans. Et là, les dernières innovations que
que l'on observe, particulièrement dans les pays anglo-saxons, ce sont des modèles de scoring qui vont se baser sur ce que certains appelleraient des données alternatives. Alors des données alternatives, ça peut être soit des données transactionnelles, ça peut être des données qu'on va capter sur des marketplaces, sur des PSP, sur des logiciels de comptabilité, sur des logiciels de facturation, etc. Ou soit ça peut être des données financières. Et quand je parle de données financières, je parle de vraiment la brique de base qui va être la transaction bancaire qui aujourd'hui, grâce à l'open banking, est accessible à des acteurs comme nous qui faisons du scoring. Et donc ça, cette dernière génération dans le scoring permet en fait de produire des prêts qui vont être à mi-chemin entre du très court terme, produit par la facturage, et du long terme qui est produit historiquement par des banques. Et ce sont des offres de financement qu'on va appeler court terme, donc moins d'1 an, qui servent à venir financer le besoin en fonds de roulement des entreprises et qui sont aujourd'hui assez matures aux US, au UK, et qui commencent tout juste à arriver en Europe continentale. Donc là, c'est sur la partie scoring. Et sur la partie distribution, Patrick en parlait très bien, mais les premières innovations qu'on a vues, ce sont la distribution online de prêts, qui est encore très nouveau pour les entrepreneurs. Et c'est vrai que nous aussi, on a souvent des réactions de type « non mais enfin, je suis hyper surpris que vous puissiez produire un prêt en 48 heures avec une expérience en ligne ». C'est que ça surprend encore les gens, mais bon, ça existe et ça fonctionne. Donc on a la distribution en ligne et on a également d'autres acteurs comme Aria qui vont distribuer du financement en embedded, donc en embarqué sur notamment des marketplaces. Oui, exactement. En fait, nous, la différence, c'est qu'on ne va jamais distribuer notre produit en direct à une entreprise. Alors, en fait, nous, il y a deux entreprises. En fait, on gère une transaction B2B qui, généralement, est plutôt un petit vendeur qui travaille avec un gros acheteur. Le gros acheteur va avoir un délai de paiement et le petit vendeur, souhaiterait être payé immédiatement. Mais on ne va jamais adresser, du coup, ce petit vendeur en direct pour principalement des sujets de distribution, de coûts d'acquisition qui seraient énormes. Et on est complètement intégré dans des tiers de distribution qui vont être au milieu de cette transaction. Donc ça va être soit des marketplaces B2B, soit des SaaS transactionnels, soit des ERP. Donc les SaaS transactionnels, pour nous, c'est un peu la continuité d'une marketplace. C'est un software qui, parmi plusieurs choses, qui sont généralement très verticalisées sectoriellement, vont gérer une transaction. Et donc on va avoir accès à des informations permettant de pouvoir, comme avec une marketplace, prendre en charge le paiement de cette transaction B2B. Et donc être complètement intégré dans ces tiers, non seulement ça apporte une expérience géniale pour l'utilisateur qui va avoir accès à des produits financiers directement depuis les outils qu'il utilise au quotidien, mais surtout ça impacte les deux sujets que Nima a adressés, plus un troisième que j'ajouterais. La distribution, en fait, aujourd'hui, quand on travaille avec Malte, qui est un de nos clients importants, quand Malte va signer un compte du CAC 40 ou onboarder 3000 nouveaux freelances sur sa plateforme, en termes de coût de distribution pour Aria, c'est coût marginal zéro, en fait. Donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté. Le deuxième chose, c'est sur la gestion des risques. On peut avoir accès de façon assez automatisée à plusieurs informations liées à la marketplace et liées à d'autres API sur lesquels on peut se connecter. Donc on peut underwriter de façon automatisée également. Et le troisième que j'ajouterais, c'est sur la gestion des opérations. Gérer une opération, des transactions qui sont assez faibles en fait en valeur, pour un acteur traditionnel comme une banque, ça va être un peu un cauchemar à gérer. Recevoir une facture de 5 000 € en fait derrière pour la traiter, ça va coûter très cher. Et donc finalement, une banque va proposer un tarif extrêmement cher, et donc ça va complètement mettre de côté toutes les PME, les TPE, les freelances d'accès à ces produits-là. Et donc nous, on est capable de gérer ces opérations de façon complètement automatisée, et donc ça nous permet de pouvoir être très compétitifs et donc d'ouvrir un accès à ces entreprises-là, quoi. Dans ce que tu dis, qui est vraiment hyper intéressant et qui est un développement sur lequel je pense qu'on est tous en train d'essayer de pousser à fond, l'élément clé, c'est l'accès, effectivement. C'est-à-dire de dire, quand tu dis la banque va être très chère sur ce 5 000 €, en fait, même, souvent elle ne va pas faire. Donc tu as toute une partie de la population qui est coupée du financement, ou en tout cas du financement facile. Et ça fait vraiment partie de nos missions à tous. Et c'est un process, ça a pris du temps. Enfin, nous, on s'est lancé chez October, la seule chose qu'on savait, c'est qu'on ne savait rien. Donc, quand on fait du prêt en 48 heures, on s'est lancé, c'était 7 jours, et déjà ça nous paraissait énorme. Petit à petit, on a accumulé suffisamment de données pour créer des modèles, pour underscorer, pour prévenir la fraude, des modèles de distribution, pour arriver aujourd'hui à des décisions en quelques clics. Et ça, on espère que ça ne va pas apporter vraiment de la valeur
aux emprunteurs, que ça permet de compenser un petit peu le fait qu'on soit toujours plus cher que les banques, hein, ça reste le cas, et ça permet de faire plein de choses intéressantes. Après, le problème, c'est pour arriver à savoir si ces données nouvelles qu'on récupère sont vraiment prédictives, ben, il faut avoir un petit peu de track record. Un des problèmes qu'on avait au début, par exemple, c'est qu'on n'avait pas assez de défauts. Et quand on n'a pas de défauts, on ne peut pas calibrer un score. Donc il y a plusieurs phases d'apprentissage, et ces phases d'apprentissage, elles peuvent être dangereuses pour des boîtes comme nous, parce que si on met la barre trop à gauche, on n'a pas assez de défauts, on ne peut pas calibrer. Si on la met trop à droite, ben, on a trop de défauts et les investisseurs perdent confiance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui favorise, je dirais, une approche un peu lente, mais qui est en même temps pas forcément celle que nos actionnaires cherchent. Donc on a toujours un petit peu cette balance entre... et puis nous aussi, on a faim, quoi. On n'a pas envie de prendre 20 ans à faire ce truc-là. Donc c'est assez... il faut mettre la barre au bon endroit. Et je ne sais pas si nous, on y est vraiment arrivé, mais il faut y penser tous les jours. Merci. On a déjà commencé un peu à parler d'agilité, donc peut-être pour continuer sur ce sujet, on dit souvent que les fintechs sont plus agiles que les sociétés plus traditionnelles, bien établies. Est-ce que vous avez d'autres exemples concrets de cette manière dont vos modèles agiles arrivent à répondre aux besoins des entrepreneurs et peut-être même en particulier dans la situation actuelle, taux élevés, inflation élevée, etc. Ouais, chez Banker, on a conçu des algorithmes de matching qui évoluent constamment en fonction des contraintes des financeurs sur des secteurs géographiques qui seraient plus exposés ou également des secteurs d'activité qui seraient plus exposés. Certains sont même marqués au fer rouge, hein, qu'on se le dise. Donc ces algorithmes, ils tournent continuellement. Ça, c'est quelque chose effectivement d'assez important qui va nous donner beaucoup plus d'agilité, c'est certain. Et on va préqualifier des dossiers, des projets, y compris en création. Et c'est là où on va se différencier un petit peu. Sur la création d'entreprise, finalement, aujourd'hui, il y a peu d'outils de mesure de capacité de rebond du dirigeant en fonction de son background, en fonction du secteur d'activité dans lequel il se lance, des emprunts. Et travailler sur la préqualification des projets en phase de création, c'est un gros chantier chez Banker. On y arrive, mais ce qui est sûr, c'est qu'on travaille aussi en écosystème ouvert. Donc, y compris avec nos partenaires ici présents, c'est très très important. On ne peut pas se limiter à l'offre bancaire. Ça nous paraît essentiel. Donc, ça nous donne aussi cette agilité que certains établissements traditionnels n'ont pas, bien évidemment, puisque c'est beaucoup plus figé. Ouais, donc, par rapport au constat initial qu'on a évoqué, donc nous on adresse principalement des TPE, des freelances ou des PME. Et en fait, le constat initial par rapport à le capital n'est plus une commodité, etc. Pour des petits acteurs, ils peuvent adapter leur stratégie long terme, leurs besoins de financement un peu plus long terme sont un peu moins prioritaires, on va dire, que le très court terme, le BFR. Donc finalement, la première chose à libérer, enfin le principal financeur de l'économie avant les banques, c'est le crédit interentreprise. Donc déjà libérer ce working capital, c'est la clé pour ces petits acteurs. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et ces petits acteurs, ces TPE, ces PME, ces freelances, ce qu'ils veulent, c'est avoir une expérience la plus simple possible. Et donc en étant complètement intégrés dans les outils qu'ils utilisent au quotidien, ça veut dire pas devoir contractualiser en parallèle avec un autre acteur. On peut directement accéder à ce service financier directement dans l'outil du quotidien. Si je passe par mon outil d'envoi de facture, en fait, j'ai directement accès à du financement dessus. Je fais une transaction via une marketplace, j'ai directement accès à ces produits financiers-là. C'est ça qu'ils recherchent. Et donc, ça passe par une contractualisation simple, des prises de décision rapides. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre du coup, notamment, on a embarqué récemment, typiquement dans le produit Sharia, du paiement instantané. Donc en fait, on gagne à nouveau 24 à 48 heures sur les flux de paiement traditionnels de virement bancaire. Donc voilà, le but, c'est toujours ramener le plus proche possible de l'instantanéité ces prises de décision et ces transferts d'argent. Oui, pour rebondir sur le sujet de l'agilité, François, ta question, je pense que ce qui est essentiel, c'est d'abord un accès à la donnée. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas encore faisable il y a quelques années. Aujourd'hui, l'open banking commence à être beaucoup plus mature. Et donc, ça nous permet d'avoir une donnée qui est exhaustive, qui est fraîche, et sur laquelle on peut venir collecter tout un tas d'informations pour alimenter nos modèles. Ensuite, il y a toute la partie itération.
Donc pour arriver à avoir un bon score, en fait, il faut prêter, observer le résultat d'une cohorte, ajuster son modèle et itérer. Et c'est là où il y a parfois les calendriers, où il y a parfois un timing qui peut être différent entre une société qui produit du financement et parfois des actionnaires VC qui ont un agenda qui peut être parfois pas complètement aligné. Mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas accélérer le temps sur ces sujets-là et qu'il faut attendre que les cohortes soient terminées, qu'elles soient 100% remboursées pour pouvoir